Parlez-moi d'IA. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit? Moi, je n'en dis rien du tout. Et la créativité, elle reste du côté de l'humain. Parlez-moi d'IA, présenté par Jean-Philippe Clément. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour ce début de 3e saison. Alors aujourd'hui, on continue notre tour d'horizon des collectivités locales qui testent et qui déploient des outils d'IA au sein de leur organisation et de leurs services, avec une collectivité qui a une stratégie particulièrement originale, le département du Loiret. Alors, accordez-vous 30 minutes pour interroger une nouvelle fois le phénomène intelligence artificielle sur ses aspects sociaux, culturels, éthiques, techniques, politiques et aujourd'hui territoriaux. Cause Commune 93.1 FM. Vous êtes bien sur Cause Commune, la voix des communs, la voix des possibles. Vous écoutez sur le web cause-commune.fm au singulier bien sûr, sur son app mobile, l'Android et iPhone, et sur la bande FM 93.1 à Paris, sur le DAB+, et également sur votre plateforme de podcast préférée. Merci monsieur Olivier Gréco, notre directeur d'antenne, de nous permettre cet espace de liberté. Nous avons besoin de vous. Quelques petits gestes pour vous ont un impact énorme pour nous. Usez de vos super pouvoirs sur les plateformes, sur les réseaux. Abonnez-vous, commentez, partagez, likez. C'est notre seule récompense. Et cela nous fait connaître parce que ça va manipuler les algorithmes. Et c'est cool de manipuler un algorithme. Vous écoutez Parlez-moi d'IA. Ce qui est assez fabuleux, avec les tests et les déploiements des outils IA dans les collectivités, c'est la diversité des approches. Bien sûr, il y a quelques invariants, quelques passages obligés, mais même dans ces figures imposées, chacun doit composer avec la physionomie de sa collectivité, avec son histoire, avec ses capacités, avec ses possibilités. Aujourd'hui, on va découvrir le Loiret qui, face à l'étendue des outils IA disponibles et à la mouvance des fonctionnalités actionnables, a fait le choix de la multiplication des tests. L'idée ici, c'est d'avoir les idées claires justement sur les cas d'usage que l'on a, mais on va essayer de les adresser avec le maximum d'outils potentiels, ou en tout cas, on va s'interroger sur les meilleurs outils pour adresser chacun des cas d'usage et du coup vérifier sa pertinence. Alors pour embrasser une stratégie aussi large, il faut une porteuse de projets énergique et volontaire, une curieuse insatiable, une organisatrice hors pair. Eh bien figurez-vous qu'elle est avec nous ce matin pour nous parler du projet du Loiret. Bonjour Sandrine Gérard. Bonjour Jean-Philippe, bonjour à tous les auditeurs. Merci d'être avec nous, alors à distance, ça s'entend un petit peu, mais ça va. Alors parlez-moi d'IA, chère Sandrine, mais on va commencer d'abord par votre profil et par votre collectivité. Est-ce que vous pouvez vous présenter, vous déjà, voilà, quel est votre parcours, quelle est votre fonction aujourd'hui, et puis nous représenter un petit peu la collectivité du Loiret. Le Loiret, donc le conseil départemental du Loiret, c'est une collectivité de 2500 agents. Et dans Haut-Loiret, moi j'y suis depuis 2002 et j'occupe, alors du coup je suis directeur du service au territoire, ça c'est ma fonction depuis maintenant 2017 avec une équipe de 30 personnes et puis depuis maintenant un an environ, j'ai la casquette de chef de projet de l'expérimentation des IA génératives grâce à la confiance donnée par les élus et par le directeur général. Et du coup, alors quelles sont les grandes missions d'un département comme le Loiret ? Les grandes missions d'un département, c'est voilà les politiques sociales, hein, tout ce qui est l'accompagnement de la naissance jusqu'à la mort, comme dirait notre DGA Solidarité. Okay. Et puis on a aussi évidemment les grandes compétences routes, aménagement des routes départementales, et puis les collèges. Et puis moi, dans la direction typiquement que j'anime moi, c'est plutôt l'accompagnement des communes les plus rurales. Donc on est vraiment dans des politiques volontaristes et c'est du mécénat de compétences pour les communes les plus petites qui n'ont pas d'ingénieurs et qui ont quand même des projets bâtimentaires, de transition énergétique. Donc on apporte de l'intelligence et puis des subventions encore. Okay. Et puis d'autres politiques d'inclusion numérique et puis de lutte contre la désertification médicale. Voilà, c'est assez vaste. Et ça fait combien d'agents du coup au service des usagers et des habitants du Loiret ? Dans la direction ? Non, globalement, le département ? Alors le département, c'est 2500 agents environ. Et combien d'agents qui ont accès justement aux outils numériques de manière régulière pour leur travail ? On doit être à peu près sur, je pense que 500, 600 agents, parce que on a on a les collègues qui sont en bord de route, leur métier est pas d'être derrière un ordinateur. Les collègues qui bossent dans les
cuisine dans les collèges, pareil. Les collègues qui apportent le soutien aux personnes les plus vulnérables non plus. Donc oui, je pense qu'on doit être en périmètre de 600 personnes. Et depuis télétravailler finalement. Et depuis votre fonction, du coup, depuis votre bureau, enfin, comment vous avez finalement découvert l'IA? Et comment vous avez, parce qu'on va pas se le cacher, hein, c'est vous qui portez cette démarche au sein du Loiret. Du coup, comment vous avez découvert l'IA et comment vous l'avez amené en fait au cœur de l'organisation comme quelque chose à tester? Alors j'ai découvert comme beaucoup en curiosité personnelle, vraiment en novembre 2022, ChatGPT sort et on est encore dans un monde de l'écrit en collectivité. Et là je dis quelque chose peut se passer, en tout cas se passe. Donc là c'est vraiment curiosité pour l'instant personnelle, individuelle. Ouais. Voilà, donc j'y vais, je plonge direct, ChatGPT, compte pro, mais vraiment à partir de cas pro, vraiment des cas d'usage professionnel, typiquement synthèse de doc, en faisant très attention, mais on en parlera après à la donnée. Oui. Donc c'est d'abord curiosité personnelle, exploration, ChatGPT, Claude, on est 2023, j'en parle beaucoup quand même. Oui. Je fais pas du shadow IA, j'en parle parce que on détecte que ça peut concerner le collectif. Donc ça démarre comme ça, et puis ensuite... Et pour le collectif, justement, c'est quoi le premier cas où vous dites vraiment ouvertement, bon là, je vous propose qu'on teste ça pour ça? Le premier cas, ça a été lié à l'aménagement du territoire et aux zéro artificialisation nette, quand on a dû préparer un avis et comprendre ce qu'était le SRADET, c'est un nom barbare, mais en tout cas voilà le schéma régional avec la dimension zéro artificialisation, avec un calendrier très très tendu, des choses complexes à comprendre en termes de données, et puis des écrits à produire dans des registres différents qui étaient adressés à des élus ou adressés aux habitants, voilà. Ouais. Parce que du coup, je montrais que ça pouvait donner là-dessus, quoi. Parce que du coup, il y avait une forte documentation qui était issue de la région. Et le département devait donner un avis sur cette documentation, c'est ça? Exactement, il y avait une grosse documentation, un gros pavé, et on devait émettre un avis, quel avis on émettait sur ce projet qui prévoyait de donner tel potentiel d'urbanisation à des communes ou à des EPCI. Ouais. D'accord. Vous avez utilisé quel outil pour essayer de faire ça? Ouais, à l'époque, il y avait que ChatGPT qui proposait de créer des assistants dédiés qu'on appelle des GPT. Donc, du coup, j'ai montré, moi, ce que pouvait apporter le fait d'importer un corpus documentaire. Donc, le projet qui était soumis à enquête après avis public. Donc, des corpus documentaires énormes, des instructions détaillées en disant tu te positionnes en tant que, telle position. Et donc, montrer cette puissance-là, en fait. D'accord. Et déjà, j'imagine que les réponses apportées par l'outil, vous les relativiez et puis vous les utilisiez certes, mais avec un petit peu avec un petit peu d'attention, quoi. Avec beaucoup de relecture, c'est-à-dire là on en parlera tout à l'heure, mais jamais laisser de côté et un cerveau complètement en vigilance et puis une expertise qu'on a nous. Ouais. C'est-à-dire que le sujet était de gagner du temps parce que la consultation, comme beaucoup, se font dans des temps très très courts. Donc voilà, le sujet c'était vraiment de gagner du temps et pour le coup ça en a fait gagner. Donc c'est ça que j'ai montré comme cas d'usage très concret. Et du coup visiblement ça a convaincu de potentiellement aller plus loin dans les cas d'usage. Et là qu'est-ce qui vous donne l'idée tout d'un coup de proposer quelque chose de plus grand, de plus vaste? Comment vous vendez finalement les choses en interne pour leur dire à votre hiérarchie, à votre organisation, on peut peut-être creuser un peu plus encore? C'est de dire je vous ai montré ce que ça peut donner et donc le sujet c'est de sortir de ce cas individuel pour aller vers le collectif, c'est de dire faut commencer par en parler devant le CODIR, donc réunir le comité de direction, faire venir un grand témoin qui est venu de la DITP, donc pour parler, pour déjà avoir un grand témoin qui nous dise nous on a expérimenté, voilà ce que ça donne, et toujours se dire ça peut augmenter notre service public, l'améliorer en termes de délai de réponse. Il y a un sujet à creuser en tout cas. Ça peut crédibiliser un peu votre démarche que de faire intervenir un grand témoin.
Mais oui, un grand témoin devant le comité de direction, et puis un grand témoin qui avait déjà expérimenté et qui pouvait déjà avoir des métriques intéressantes et des points de vigilance essentiels. C'était à quelle date, ça, à peu près? Ça, c'était en juin 2024. D'accord. Et donc après, vous avez organisé la démarche. C'est quoi les grands piliers finalement de votre démarche? On peut la qualifier de quoi? De tests, de grande expérimentation, comment vous la qualifiez vous-même, votre démarche? On la qualifie vraiment d'expérimentation. La casquette, c'est chef de projet de l'expérimentation des IA génératives. Elle est organisée, je dirais qu'on marche sur 2 jambes. On a une jambe qui est de travailler à partir de cas d'usage, comme tu l'as dit en introduction. Donc des cas d'usage, on en parlera peut-être après. Et puis la deuxième marche, la deuxième jambe sur laquelle on marche, c'est vraiment aussi de faire monter en compétence le collectif et les agents. Donc parce que c'est quand même des outils qui sont sortis très vite, très tôt. On n'a aucun mode d'emploi, donc faut vraiment de l'apprentissage, il y a des trucs à savoir. Donc voilà, c'est nos 2 jambes, des cas d'usage concrets, et puis aussi on monte collectivement en compétences. Et voilà. Et là, vous l'avez présenté donc du coup en CODIR au tout début de la démarche. Est-ce que vous l'avez aussi un peu ouvert finalement aux organisations représentatives des personnels, les organisations syndicales, pour que justement, parce que on sait que c'est des outils qui font potentiellement un peu peur, qui interrogent beaucoup. Est-ce que c'est quand même dans le cadre des collectivités locales, mais je pense que c'est aussi valable pour les organisations privées, d'être un peu transparent avec les employés. Comment vous avez organisé les choses avec les OS? Alors, on n'a rien lancé sans. L'expérimentation officiellement a commencé en janvier 2025. Ouais. Rien n'a été fait tant qu'on n'a pas été présenté devant le CST pour nous. Le comité qui réunit les organisations syndicales. Ouais. Exactement, dans chaque collectivité, enfin en tout cas ceux qui n'ont pas le CDG. Donc oui, on a fait ça en décembre 2024. Ouais. On a présenté le projet de feuille de route, l'organisation avec un groupe projet, avec des groupes de travail, et puis ce que je disais, une feuille de route et un chemin 12 mois qui est sur on teste des cas d'usage, on apprend sur des cas d'usage concrets, et en même temps on transmet et on apprend collectivement et on fait monter, on acculture en fait les agents les plus concernés à ces nouveaux outils. Il y avait des questions particulières des organisations syndicales À l'époque, en décembre, la question était ils voulaient creuser un peu ce qu'on prévoyait en termes d'acculturation et de sensibilisation des agents. D'accord, donc plutôt des questions sur comment vous allez nous accompagner finalement. Voilà, comment on parle de ces outils et comment on accompagne et comment on fait monter en compétences. Ouais, c'était ça. Si on résume, donc du coup, première présentation en comité de direction, et puis 6 mois pour préparer vraiment, alors une fois que vous avez le feu vert, pour monter les choses, pour vraiment les préciser, et puis avant de les lancer quand même, du coup, présentation à tout le monde, comme un plan, récupération des questions, et là vous vous lancez, donc en janvier 2025, donc c'est à la fois, il n'y a pas si longtemps, et en même temps vous avez quand même déjà pu tester beaucoup de choses. Alors du coup voilà, si on y va sur les cas d'usage et sur du coup les outils en conséquence, comment vous avez organisé les choses d'un point de vue du cas d'usage? Comment vous avez défini les cas d'usage que vous vouliez adresser? Le directeur général a demandé au directeur de faire remonter des cas d'usage. Donc ça, c'était dernière partie de 2024. Donc on en a une dizaine qui sont remontés, cas d'usage concrets, vraiment, qui remontent du terrain. Par exemple. Par exemple, on en a retenu 6, mais on en a un qui est d'améliorer la rédaction des rapports et délibérations. Ouais. Un autre aux routes qui est de voir en quoi ces nouveaux outils peuvent améliorer l'instruction des autorisations de voirie. Ouais. On en a un qui est à la maison à la partie autonomie, qui est de voir en quoi ces nouveaux outils permettent un meilleur confort aux agents dans leur réponse aux usagers. Voilà. Okay. On en a un autre à la direction de la communication sur de la veille documentaire ou de la rédaction de lettres thématiques informatiques ou sociales, par exemple. On en a 6 au total. Et du coup, la contrainte entre guillemets, c'est de se dire comment on répond à ces cas d'usage avec des outils d'IA générative. C'est pas des outils d'IA du coup métier avec c'est vraiment le génératif qui vous intéresse, les outils du génératif qui vous intéressent. Comment avec ces cas d'usage vous avez fait votre sélection d'outils finalement? Vers quel outil vous vous êtes tourné?
Alors, on a fait des sélections d'outils avec les collègues de la DSI en utilisant déjà un peu, en préparant les cas d'usage. Après, comment on a choisi les outils? On a fait des tests grandeur nature, avec les collègues de la DSI d'abord, et puis avec les groupes de travail. Donc, chaque cas d'usage, il y a 6 groupes de travail qui se réunissent tous les mois. Les groupes de travail, ils ont été composés, alors avec les experts métiers, très très précisément. On essaie d'embarquer toute la chaîne qui œuvre là-dessus. Ça va du métier d'assistante au métier d'ingénieur domaine public, quoi, par exemple, si je prends les routes. Donc on essaie d'embarquer tout, et après, on prépare un peu on teste avec les collègues de la DSI plusieurs outils. On teste du Gemini, on teste du ChatGPT, on teste du Claude. On a vraiment beaucoup une préférence pour Claude, et on fait des sortes de batailles de LLM, on va dire ça comme ça. D'accord. Donc, à partir de la compréhension du besoin métier qu'on a beaucoup réinterrogé, on teste et on regarde les limites de chacun, lequel nous semble le plus, on va pas dire fiable, parce qu'aucun n'est fiable, mais en tout cas, celui qui est potentiellement le plus intéressant et le plus facile et souple pour répondre à notre besoin. Après cette sélection avec la DSI, du coup, tout le monde teste, tout le monde fait les tests sur tous les outils, ou c'est votre sélection avec la DSI d'un ou deux outils qui semblent les plus appropriés pour le cas d'usage, que vous mettez entre les mains des testeurs? Ouais, entre les mains des testeurs, on met un seul outil. Ouais. Donc vous avez fait la sélection juste avant, en fait. Ouais, on a fait un peu la présélection avant. Ça n'empêche pas de pivoter, parce que c'est très vivant. L'expérimentation, c'est l'organisme vivant, parce que faut être agile. Ouais, agile, parce que quand on parle de LLM, on peut avoir du n'importe quoi en l'espace de 1 heure de temps. On peut avoir voilà. Donc, en fait, oui, on a donc choisi des outils et on a formé les groupes de travail. Et surtout, le plus important, c'est qu'avant de leur mettre dans les pattes, on fait une mini formation à l'outil. Pour leur montrer où ils peuvent le degré de liberté qu'ils ont, le degré de test, et puis là ils sont tous partis en test grandeur nature, et on a presque 3 outils différents pour les 6 cas d'usage. Et alors la grande question, c'est comment, quand vous êtes une collectivité, vous pouvez prendre des licences chez les acteurs qui font du SaaS, donc qui sont dans le cloud, qui généralement fonctionnent avec justement un abonnement, qui demande une carte bleue, qui demande des trucs hyper compliqués pour une collectivité. Comment vous arrivez alors justement, ça nous permet d'aborder votre budget d'expérimentation, et comment vous arrivez à acheter ces outils-là? Ouais. Le budget, alors oui, c'est une très belle contrainte, mais c'est 7 000 euros. D'accord. Mais ça permet beaucoup. On a 7 000 euros pour c'est bien, c'est frugal, c'est bien. C'est très frugal, c'est une belle contrainte. Et puis aussi, c'est une façon on sait pas où on va, tout est tout nouveau. Donc voilà, donc, on a 7 000 euros, et le sujet, on a une mini régie avec une carte bancaire qu'on avait nous utilisé lors du Covid, de mémoire. Ouais. Donc on a une carte bancaire, et puis on a une collègue qui, en fonction de nos besoins, prend des abonnements. Alors on a pris des abonnements Team chez Claude, Anthropic. On a pris du ChatGPT+, on a pris du Google One pour la partie Gemini, et puis Notebook LM. Ouais. Et on prend, et voilà, les abonnements, c'est mensuel, c'est comme un particulier, sauf que c'est une carte bancaire du département. D'accord. Là, vous avez cité les outils principaux, qui sont principalement les grands outils alors américains. Après, voilà. Ouais. Comment vous appréciez éventuellement la question qui peut être posée aussi sur les LM et sur le génératif, de la souveraineté et de la frugalité, justement? Quand on marche sur deux jambes, pour la partie cas d'usage, on s'autorise à utiliser des outils américains, clairement. Ouais. Ok. Voilà. Et pour la partie, par contre, acculturation, sensibilisation des agents, là, le parti pris était de dire, on prône le chat de Mistral. D'accord. Et il y a que celle-là qu'on présente en webinaire et qu'on présente en café IA. Et c'est le chat de Mistral qui est mentionné et qui est écrit dans la charte. D'accord. Oui, justement, c'est bien que vous l'abordiez, parce que j'ai un peu oublié de vous poser cette question-là. C'est-à-dire que souvent, quand on démarre ce type de projet, on se fixe des règles d'usage, on fixe des règles d'usage à toute l'organisation. On écrit une charte. Donc vous aussi, en fait, vous avez écrit une charte qui donne un peu les manières d'utiliser ces outils-là en interne?
Oui, il n'y a pas eu le choix, c'est-à-dire quand le groupe projet, là, on était en février, dit qu'est-ce qu'on fait pour l'acculturation ? On a dit qu'on passait, on sensibilisait, on acculturait, il faut bien un outil. Ouais. Donc on a dit de toute façon, on sait que les outils sont accessibles n'importe comment, donc la DSI dit ça sert à rien d'interdire. Ouais. Par contre, on oriente vers le chat de Mistral pour ce sujet quand même encore un peu de souveraineté, même si on peut quand même s'interroger sur le chat, mais en tout cas on va là-dessus. Et du coup, on n'interdit pas, on prône le chat, mais il faut encadrer un minimum. Donc oui, rédaction d'une charte en version 1 qui accompagne l'expérimentation, qui sera très différente probablement en fin d'année, ouais. Mais rédaction d'une charte avec le groupe projet, inspirée de celle existante. Il y avait l'Université d'Orléans, il y avait le ministère de la Culture, donc il y avait des précurseurs, on a pris, et on a adapté beaucoup nous, parce que dans notre groupe projet, il y a le DPO, il y a le RSSI, il y a la RH, donc c'est vraiment Oui, tout le monde a mis un peu sa patte dans la charte finalement pour... Ah oui. Donc cette charte-là, elle fixe un tout petit peu donc les règles, et puis vous le dites vous-même, ça va sûrement évoluer. Pour le chat de Mistral, tous ceux qui le veulent en interne de la collectivité ont accès à cet outil-là, c'est-à-dire que là, vous avez pris une licence globale ? Non, du tout, c'est le chat gratuit, c'est-à-dire quoi ? Non. Ah, c'est le chat gratuit, d'accord, ok, très bien. Le chat gratuit, tout le monde a le droit d'aller se créer un compte sur le chat gratuit avec les coordonnées de la collectivité, d'accord, ok. Exactement. Il y a un accompagnement. Okay. Le premier webinaire était comment vous créez un compte, comment les premiers pas sur. Très bien. Voilà, il y a l'accompagnement derrière, beaucoup. Et après, vous faites des petits ateliers pour faire tel type d'action avec le LLM, le chat. Voilà comment faire, et vous accompagnez finalement chacun des agents dans leurs premiers usages. Ça, c'est la partie webinaire et caféia, c'est-à-dire que la culturation, sensibilisation, elle passe par un webinaire mensuel. Ouais. Chaque jeudi du mois, et puis des cafés qui permettent d'aller vers, en fait. On est un département, il y a beaucoup de sites, il n'y a pas que le siège à Orléans, et on va vers les agents qui travaillent dans les petites villes moyennes du département. Donc les cafés c'est une fois par mois, et là on va vers l'échange, et on va vers Le café IA, il est volontaire, c'est-à-dire que vous dites grosso modo, il va y avoir un café IA à tel endroit, à tel jour, à telle heure, vient qui veut, oui. C'est ça ? Exactement, c'est le principe. Il y a du café, il y a des croissants, il y a des mais c'est surtout volontariat. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller à la rencontre de ceux qui sont éloignés d'Orléans. Ouais. Et tout ne se passe pas à Orléans. Bien sûr. Et quand même curieux de ces nouveaux outils. Bon, le partage de pratiques, vous le faites aussi beaucoup sur LinkedIn. D'ailleurs, on invite les auditeurs à venir vous suivre, parce qu'en fait, tous les petites avancées que vous faites à chaque cas d'usage, vous le partagez, et c'est très intéressant pour tout le monde. Vous me disiez aussi, en préparant l'émission, que un des enjeux que vous n'avez pas découvert, mais qui ressort encore plus avec cette démarche d'expérimentation, c'est finalement toutes les questions qu'on se pose sur la qualité des données. Avec en fait le fait de se dire qu'à un moment donné, un cas d'usage, il peut fonctionner, et on peut vraiment arriver à tirer quelque chose d'une situation si les données qu'on a sont bien propres, sont préparées, et si on a eu un minimum de données de qualité. Dans quelle situation en fait ça a été particulièrement prégnant pour vous, et comment vous avez géré les choses ? Alors la donnée, le sujet, il est vraiment crucial, et on voit bien que le travail qu'on n'a pas fait avant sur la data, il revient en boomerang, même si les LLM, ils sont bons dans la donnée non structurée. Typiquement, nous, on a dû pivoter complètement d'outils pour le cas d'usage qu'on a eu expérimenter la réponse, les agents réponse aux usagers sur la maison de l'autonomie, où il y avait ils nous avaient vendu une base de données très propre sur les dispositifs, et en fait la donnée comportait beaucoup de noms d'agents, de capture d'écran avec des noms d'agents. Donc là c'est hors de question d'utiliser ça, par exemple. D'accord. Hors de question avec des LLM en cloud, en SaaS, c'est impossible. Et du coup vous avez fait quoi alors ? Donc on a complètement pivoté, et là on n'utilise pas du tout leur base de données, et on utilise Perplexity Pro. Donc là aussi c'est le gros apprentissage. Donc typiquement ce cas d'usage là, on est sur des dispositifs très nationaux. Qui renvoient sur des sites plutôt bien faits du gouvernement, Mon Portail Handicap, etc. Donc là, c'est de tester avec Perplexity, en créant des espaces, en étant dans des usages un peu poussés, un peu plus que ce qu'on fait nous en tant que particulier, de voir en quoi la qualité, en quoi l'outil les aide, et à chaque fois, ils ont une grille d'évaluation à rendre. Quand ils utilisent, ils doivent dire si ça leur a fait gagner du temps, s'ils étaient plutôt confiants avec la réponse apportée, et s'ils recommanderaient l'outil
à leurs collègues, parce que là les groupes de travail c'est très limité, hein. Ils sont 5 utilisateurs alors que on a 70 collègues qui sont concernés à terme peut-être. Ça me fait penser à l'outil Albert, ce dont que vous évoquez, c'est-à-dire l'idée qu'un outil, alors c'est l'État hein, qui fait son propre LLM pour outiller ses agents à mieux répondre finalement aux usagers. Est-ce que vous avez réussi à avoir un accès à Albert justement pour que les aides, les informations des aides réglementaires à l'autonomie par exemple, vous puissiez utiliser Albert pour y répondre? Là, on a le droit de pas être très politiquement correct. Ah bah, en fait, alors ici, on est hyper libre, hein, pour le coup. On peut dire ce qu'on veut. Ouais. Albert, on a essayé. Enfin, c'est pas faute d'avoir essayé depuis 2 ans, hein, de contact à la DINUM, etc., pour essayer d'avoir des accès. Après, les collègues de la DSI aussi ont tenté de leur coin. Donc, ce qu'on a compris, c'est que c'est forcément un accès via API, et pour l'instant, qui est seulement limité à l'État. Donc non. On lance un appel. On lance un appel avec cette émission. On demande à l'État, s'il vous plaît, d'ouvrir les bonnes API, des bons outils pour les collectivités qui, elles aussi, ont envie de tester des bons outils IA français, souverains, bien adaptés, bien entraînés. Ça y est, c'est le bon moment, les amis de l'État, pour le faire. Et l'autre appel à l'État, c'est aussi peut-être au-delà des API, et de travailler avec des associations comme Adulact, ou d'aller vers de la mutualisation, quoi, parce que le sujet, c'est vraiment la compétence. Toutes les collectivités, on n'est pas égaux en termes de compétences internes, en termes d'infrastructures, voilà. On l'a entendu dans le témoignage de Jean-Marc d'Annemasse sur l'open source, effectivement. Il y a sûrement quelque chose à creuser collectivement. Et à monter collectivement. Si vous deviez finalement partager un peu des grands conseils là, avec le recul des 6 mois, 7 mois d'expérimentation, qu'est-ce que vous savez que vous avez bien fait et qu'est-ce que vous savez que vous referiez peut-être un peu autrement aujourd'hui pour aider un peu des collègues d'autres collectivités à se lancer dans ce genre d'exercice? Ce qu'on aurait pu mieux faire, ce que j'aurais peut-être dû mieux faire, c'était de former le comité de direction. D'accord. Avant la remontée des cas d'usage, typiquement prendre 2 heures pour former dès 2024 le comité de direction. Ouais. Ensuite, ce qu'on a bien fait, je pense, c'est que on a pris cette entre guillemets cette liberté d'expérimenter, en fait, de tester à petits coups, et ce que je pense qu'on a bien fait aussi, c'est à la fois d'être dans du très concret cas d'usage, qui peut être très déceptif et très formateur, et puis d'être dans l'acculturation, sensibilisation, sans parler de formation tout de suite pour tout le monde. Ouais. Voilà. Et puis d'y aller petit à petit, c'est-à-dire de pas se mettre dans les pattes de Microsoft avec Copilot, ou dans les pattes de grands fournisseurs, quoi. Parce que tout est très jeune, c'est trop tôt. Vous êtes arrivé donc du coup à quasiment la moitié de l'expérimentation. Là, vous en êtes où des évaluations? Comment vous voyez la suite, en fait, hein? Comment vous évaluez là aujourd'hui déjà? Et puis comment on peut imaginer une suite à cette expérimentation? Alors, désolé, hein, je vous projette un peu loin peut-être. Ouais, en tout cas, je pense qu'on aura un vrai bilan. On va commencer à le faire à la rentrée, parce que là, tous les groupes de travail sont en test grandeur nature. Après, on voit bien que déjà il y a des cas d'usage, typiquement on a écarté. Oui, vous disiez que vous avez 10 cas d'usage aujourd'hui, et puis finalement vous en avez eu 6, quoi. Donc il y en a quand même 4 qui n'ont pas vraiment fonctionné. On déploiera pas, parce que les LLM ne remplacent pas même un très bon automatisation en fusion publipostage avec du Excel et du Word bien fait, une donnée fiable. Ouais. Clairement. Donc ça, c'est voilà. Après le sujet, ça va être vraiment de passer à l'échelle. Et ça, c'est tellement fluctuant encore, tellement changeant. Et puis ça fait appel à d'autres moyens, et avec le mur budgétaire qui arrive là, c'est un peu dur de se projeter encore là en ce moment. Oui, c'est sûr. Je pense qu'après l'été, on aura plus de retours. Après, on commence à avoir des métriques intéressantes des agents qui utilisent dans les groupes de travail, qui disent ça m'est très utile. Et puis voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir que des collègues se prennent en main, et c'est-à-dire qu'il y a des cas d'usage
super, enfin vraiment très intéressants qui viennent des collègues eux-mêmes. Oui, en autonomie, c'est ça? Ouais, le dernier que j'ai eu, c'est certificat d'économie d'énergie, voilà, qui disent ouais, ça peut peut-être m'être utile quand ils ont compris un peu comment ça marche. Moi, j'invite tous les auditeurs encore une fois à vous suivre parce que c'est passionnant vos étapes et de suivre effectivement à chaque fois les avancées de l'expérimentation. Écoutez, c'est l'heure de conclure. Merci beaucoup Sandrine, merci d'être venue partager vos expériences sur les tests et l'usage de l'IA dans votre collectivité. Merci beaucoup. Merci Jean-Philippe, merci pour le travail de l'émission et le partage de tous les témoignages et tout ça. C'est comme ça qu'on apprend beaucoup. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup en écoutant des podcasts et sur LinkedIn aussi. Merci pour le travail. Merci beaucoup. Et merci aussi à vous, chères auditrices et chers auditeurs. Vous le savez désormais, vous avez un grand pouvoir, un impact énorme sur la diffusion de cette émission. Alors, n'hésitez pas à un petit like, un petit commentaire sur les réseaux sociaux. Ça va nous emmener plus loin. Et n'oubliez pas, en fait, ça nous récompense. Si vous nous mettez un petit commentaire en plus, on voit un peu ce que vous en pensez, c'est génial. Si vous pouvez en plus le faire sur Apple Podcast et Spotify, alors là, ça nous propulse. Merci beaucoup à vous et puis restez bien sûr sur 93.1 FM sur Cause Commune et on se dit à bientôt.